Alors, ma petite présentation va être articulée en 3 points. La genèse du CSP, même si Inti nous en a parlé pendant 45 minutes. Ensuite, le CSP en tant que tel. Et puis, pour finir, le CSP au quotidien. Qu'est-ce que font les banques aujourd'hui qui doivent mettre en œuvre et appliquer ce CSP? Pour me présenter, moi je suis Nicolas Cronier, j'ai travaillé avec Inti et nous nous sommes rencontrés dans une banque centrale et je suis expert Swift, ça fait 15 ans maintenant que je travaille sur Swift et j'ai donc vu arriver en 2016, fin 2016, ces histoires de CSP. J'étais responsable de la maîtrise d'œuvre de cette banque centrale et dans les réunions de place avec tous mes homologues, tant de banques centrales que de banques commerciales, Swift est venu nous voir en nous disant, bon, bah voilà, vous avez vu, on a eu quelques soucis, on va mettre ça en place et on a donc discuté de tout ça. Donc, la genèse du CSP. Swift, en quelques dates, Inti l'a dit tout à l'heure, c'est une coopérative bancaire qui a été fondée en Belgique en 1973. Faut savoir que pourquoi en Belgique, j'ai jamais réellement eu la raison. J'ai un collègue qui me disait en France, on ne peut faire que des coopératives agricoles. C'était donc un peu compliqué pour échanger des sous que de se mettre en coopérative agricole. Je ne sais pas pourquoi la Belgique, mais bon, c'est en Belgique. Ce qui a eu pour effet qu'à l'ouverture du réseau en 1977, c'est le roi Baudouin qui a envoyé le premier message. J'attire votre attention sur le doigt qu'utilise le roi Baudouin. Bon, c'était, c'est une photo qu'on retrouve dans les locaux de Swift à la Hulpe, dans la banlieue de Bruxelles. En 1993, le 100e pays connecté, et on l'a vu, en 2016, la cyberattaque de la Banque centrale du Bangladesh. À ce moment-là, le patron de Swift, Gottfried Leibbrand, euh, est confronté quand même à un gros problème. On l'a vu dans la présentation d'Inti, ça a fait quand même la une de beaucoup de journaux de par le monde. Et ce monsieur s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la sécurité de nos clients? Alors, la première chose, c'est de se dire, qui sont les clients de Swift? On l'a cité avec Inti, il y a tous les très grands groupes bancaires, ce à quoi on peut rajouter dans les grosses entreprises, ce qu'on appelle dans le monde Swift les corporates, c'est-à-dire des très grosses sociétés qui, pour des besoins de communication financière, trouvent que que Swift est un bon biais puisque je prends généralement l'exemple de Total qui doit avoir une filiale dans 200 pays environ en moyenne. Chaque filiale a 10 comptes en banque. Et ben, le trésorier général à Paris est content d'avoir un seul canal pour ses 2000 relevés de compte quotidiens. Mais on a aussi des banquettes. Alors bon, là aussi, c'est un terme dans notre jargon de, de prestataires du monde bancaire. On a bien sûr les grosses banques et des petites banques. J'ai eu l'occasion dans mon début de carrière de travailler pour les antennes de banques étrangères ou notamment de banques centrales où il y avait, je sais pas, une dizaine d'employés à Paris et puis donc un bureau, un appartement transformé en bureau et au milieu de la grande salle, un PC tout seul où c'était Swift. Et on a bien sûr entre ces deux extrêmes toute, euh, toute la panoplie et tous diverses tailles de sociétés qui sont connectées à Swift. Swift s'est dit, bon, on a quand même une population très hétéroclite de clients, il faut qu'on fasse qu'on aide tous ces clients à renforcer leur sécurité. Et ils ont donc agrégé tout plein de standards de sécurité pour créer le Customer Security Program. L'idée de Swift au début n'était pas tellement, et Inti l'a précisé tout à l'heure, d'aider les gros groupes à renforcer leur sécurité. Oui, le BNP, oui, Citibank, oui, Bank of England sont des mastodontes qui ont des systèmes d'information matures avec des systèmes de sécurité et des équipes, peut-être de Randorisec d'ailleurs, des équipes pour les accompagner dans la sécurité. Le but de Swift, dans un premier temps, n'était pas de pousser ces banques-là à améliorer leur sécurité, mais de donner des pistes pour les petites entités pour renforcer leur sécurité. À ce moment-là, donc, voici le Customer Security Program. Dans sa version 2017, Inti nous en parlait, on a les objectifs, les principes, des contrôles, un joli marketing autour pour vendre tout ça, et
Maintenant, bon, bah voilà, chaque banque va devoir faire une attestation, s'attester vis-à-vis de ce Customer Security Programme. Maintenant, c'est bien beau d'avoir ce programme, mais comment pousser les banques à jouer le jeu? Comment pousser les banques à rentrer dans ce Customer Security Programme? Alors, Swift a réfléchi et s'est dit, si on cherche à si notre moyen de pression, c'est de dire aux banques on va les déconnecter, même si Swift est une coopérative bancaire dont les principaux actionnaires, dont les seuls actionnaires sont des banques, ce serait quand même extrêmement anticommercial. Donc cette option a été refusée. Autre option, faire payer des amendes aux banques. Mais là aussi, Swift n'est pas un gendarme, Swift n'est pas un régulateur, Swift n'est pas une banque centrale qui pourrait jouer sur la licence bancaire des participants, donc là aussi l'option a été refusée. Par contre, une banque, comme toute grosse entreprise, c'est enfin, c'est sensible vis-à-vis de son image. Et donc, Swift s'est dit, bah oui, on va permettre aux banques de consulter les attestations de leur contrepartie. À ce moment-là, on joue à la fois sur des histoires d'image et pour renforcer ce que Inti indiquait tout à l'heure, c'est-à-dire la connaissance de ses clients. Aujourd'hui, dans beaucoup de banques, les principes de raccordement impliquent que la banque en face fournisse son attestation. En détail, dans le CSP, qu'est-ce qu'on a? Voici un schéma, alors Inti, on a pu présenter un autre tout à l'heure, mais le schéma d'une infrastructure Swift classique. On va retrouver sur la gauche le réseau Swift, et puis différentes applications qui vont permettre de se connecter au réseau. La première est une application technique, la SAG, Swift Alliance Gateway. Dans le CSP, c'est indiqué comme étant Communication Interface. Le CSP s'est voulu agnostique des logiciels utilisés, même si entre 90 et 99% des entités connectées à Swift utilisent les produits de Swift. Il existe d'autres produits et donc Swift a dit bon, ok, on va pas faire un framework pour nos applications, mais on va donner des noms génériques. Donc la SAG est flaguée comme Communication Interface. On retrouve ensuite la SAA, qui est le cœur du traitement des messages Swift, la Swift Alliance Access dont nous parlait Inti tout à l'heure, flaguée comme étant une messaging interface dans le CSP. Et puis, il y a bien la communication avec le reste du SI d'une banque ou d'une entreprise connectée à Swift. Généralement, on utilise un middleware, un connecteur ou un middleware. C'est très souvent MQ d'IBM. Ça peut en être d'autres. On peut trouver du CFT pour des transferts de fichiers ou d'autres systèmes de messagerie. Mais là aussi, dans mon expérience passée, la majorité du temps, c'est du MQ qui est là. Et Swift s'est dit, bon, bah, notre framework, c'est bien, mais ça va peut-être pas être le même en fonction de l'architecture des clients, car il faut savoir que tout client a généralement une application back-office, mais tout client n'a pas forcément toute cette infrastructure dans ses locaux. Et donc, Swift s'est dit, bon, bah, très bien, si un client passe par un fournisseur externe et n'a que l'application back-office, on parle d'architecture B. Et puis, s'il a juste, il a un serveur MQ de son côté, on va parler d'architecture A3. S'il a une ESA de son côté, d'architecture A2. Et s'il a le full stack chez lui, l'architecture A1. Et dans le framework maintenant, ces architectures vont nous permettre de définir ce à quoi il faut répondre. Voici la table des matières du CSP d'aujourd'hui, la dernière version de 2020. Les points que j'ai indiqués en rouge sont les points qui ne concernent que les architectures de type A. Donc, on voit que si on a une architecture de type B, on a quand même moins de points à adresser. Le grand principe du CSP, c'est de définir une zone sûre, c'est-à-dire de créer une zone dans laquelle on va mettre tous les produits Swift pour être certain que ces produits-là ne seront pas hackés, ne seront pas attaqués. En l'occurrence, bien sûr, on y retrouve la SA. La SA, c'est ce produit-là qui a donc été attaqué à la Banque centrale du Bangladesh. C'est ce produit-là qui gère tous les messages au quotidien. On peut créer des messages financiers dans la SA. Et donc, il faut que cette zone soit sécurisée. Le petit problème, ça se voit bien, c'est mais quid du back-office. On pourra y revenir après, mais le back-office,
il y a une telle disparité dans les systèmes de back-office qu'il est extrêmement compliqué d'édicter un framework de sécurité qui serait applicable pour l'ensemble des back-office au travers du monde. Donc, Swift, pour l'instant, a laissé cette partie de côté, mais on est bien d'accord que si on a créé un coffre-fort d'un côté, c'est quand même dommage d'avoir une passoire au bout du tuyau. Cette zone de sécurité, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire autour de cette zone pour la renforcer? On va déjà l'isoler techniquement. On utilise des serveurs dédiés, y compris des ESX, enfin des hyperviseurs si jamais on utilise des machines virtuelles. On va ségréguer complètement cette zone de sécurité du SI, avec notamment l'utilisation aussi là, de firewall dédiés ou ce genre de choses, et de LDAP. Donc, si jamais le système d'authentification de l'entreprise était compromis, le fait d'avoir un LTAP dédié permet d'éviter que cette compromission se répercute sur les applications Swift. On assure aussi une sécurité physique, on protège, on met nos serveurs dans des data centers protégés, on évite le serveur au milieu du bureau ouvert aux 4 vents, comme je l'indiquais au début. On ne met pas de nom sur nos serveurs, on ne dit pas ah ça c'est le serveur Swift avec un joli petite guirlande lumineuse. Non, on évite que ce soit visible au sein du data center. On protège les frontières logiques, donc on a mis des firewalls dédiés, je vous l'ai dit, mais ces firewalls, si on a any accept, eh ben, ça ne sert pas à grand chose. Donc, on revoit les règles de firewall de manière régulière pour être certain que tout le trafic soit du trafic autorisé. On utilise du trafic whitelisté pour éviter d'avoir le moindre souci et le moindre trafic non sollicité. On revoit les logs de firewall de façon régulière ou bien manuellement, c'est un peu lourd, ou alors on utilise un SIEM, hein, on en parlait tout à l'heure. Et on a bien sûr des accès sécurisés sur cette zone de sécurité. On utilise des serveurs de rebond pour implémenter des ruptures de protocole. Aucun lien avec Internet, aucun. Si on veut faire des mises à jour, eh ben, on télécharge la mise à jour, on vérifie le hash de cette mise à jour et ensuite on mettra on déposera cette mise à jour dans la zone de sécurité. On utilise des flux chiffrés à tous les endroits et on utilise bien sûr des protocoles de chiffrement à jour. On évite le TLS 1.0, c'est un peu vieux. Donc on passe plutôt sur du TLS 1.2 avec des algorithmes qui vont bien. Derrière, on a vu la sécurité de la Secure Zone. Au niveau du serveur en tant que tel, là aussi, on blinde tout ce qui est sur notre serveur. Accès contrôlé, donc on vérifie tous les utilisateurs, tant les utilisateurs applicatifs que les utilisateurs techniques. Donc là encore, dans les très grands groupes, on voit souvent des dizaines et des dizaines d'administrateurs pour les différentes parties du SI. On est confronté à des problèmes parce que ce sont des équipes qui bougent beaucoup et à part pour les experts de Randorisec qu'on essaye de garder le plus longtemps possible, souvent il y a un turnover qui est compliqué à gérer et donc il faut que les politiques de gestion des utilisateurs soient vraiment bien à jour. Un utilisateur s'en va, son accès doit être révoqué dans la journée. Compte à privilège désactivé, pas de route, on désactive complètement ça. Le seul moyen d'utiliser le root est l'élévation de privilèges. Politique de mot de passe robuste, bien sûr. On évite un code PIN sur 4 caractères avec une durée de validité de 2 ans. C'est pas très robuste. On préfère de longs mots de passe avec plein de caractères spéciaux et des validités très courtes. Et bien sûr, la double authentification, hein. Inti nous en parlait tout à l'heure, il faut qu'un simple accès logique ne suffise pas à accéder à ces serveurs, à ces applications. Le durcissement, c'est quelque chose qu'on oublie peut-être, mais voilà, au moment où on sort un serveur du carton, eh ben, on va aller désactiver ce dont on n'a pas besoin, tant au niveau OS qu'au niveau applicatif. Voilà, si votre plateforme de message n'est là que pour traiter du fichier, eh ben, on désactive la saisie de message unitaire. Ça ne mange pas de pain. Et puis, si un jour on se fait attaquer, cette désactivation peut nous sauver, pas la vie, mais la mise en tout cas. Supervision active, suivi des actions personnelles, il faut être certain, enfin, pour toute action effectuée sur le système, il faut pouvoir indiquer que c'est monsieur David Wynne qui a tenté de compromettre la plateforme. Il faut qu'on puisse savoir qui c'est. Les logs collectés, bien entendu.
On parlait de l'utilisation du SIEM et Inti en parlait tout à l'heure. Un des points du CSP est de dire, bon, bah, très bien, on déverse nos logs système dans un SIEM, mais on déverse aussi nos logs applicatifs. Et avec ces logs applicatifs de la SAG, de la SA dont je parlais tout à l'heure, et les logs système, on va pouvoir créer des use cases dans le SIEM, c'est-à-dire des enchaînements d'événements qui vont faire sonner et remonter des alertes dans les équipes de sécurité, que ce soit dans les équipes de sécurité technique, que dans les équipes de sécurité applicative ou métier. On peut envisager voilà, d'avoir des alertes qui sonnent dans toute la banque, dans toute l'entreprise pour qu'il y ait un temps de réaction le plus rapide possible. Des environnements sûrs, alors bien sûr, on met à jour, j'en ai parlé tout à l'heure. On utilise pour ces politiques de mise à jour des... alors Swift préconise d'utiliser les CVSS bruts, sachant que si on a un patch qui corrige des failles dont la CVSS est supérieure à 9, on l'applique en moins d'un mois. Entre 7 et 9, on l'applique en moins de 2 mois. Et puis, si ça corrige des patchs inférieurs à 7, enfin une vulnérabilité dont la CVSS est inférieure à 7, c'est à la discrétion du client. Enfin, Swift propose cette politique, mais indique que si on a d'autres politiques, ça peut tout à fait faire l'affaire aussi. On fait des vérifications poussées et je vous invite à contacter Andorisec si vous avez besoin de ce genre de prestations. On peut faire des scans de vulnérabilité, des tests de pénétration et bien sûr des détections d'intrusion. Le mieux étant d'utiliser des sondes pour avoir des détections en temps réel, mais bon, ça peut être un peu lourd et un peu coûteux, notamment pour les petites structures. Au niveau, on a vu qu'on protégeait la Secure Zone, on a vu qu'on protégeait les serveurs, et maintenant il y a aussi des choses qu'on peut faire au niveau humain, au niveau de l'entreprise en tant que telle. On va faire de la validation fonctionnelle, notamment la validation des flux échangés. Swift a mis en place, suite à la fraude du Bangladesh, et Inti en parlait, un service qui s'appelle le Payment Control Services. Alors, dans les slides de Inti, il indique que tous les soirs, Swift envoie la liste des transactions qui sont passées par le réseau dans la journée. C'est pas tout à fait le cas. C'est un service payant parce que rien n'est gratuit dans le monde Swift. Donc, mais en tout cas, il existe, c'est-à-dire qu'on peut consulter en temps réel tous les transferts qui ont été générés à partir de notre institution directement sur le site de Swift. Donc on a là deux canaux différents pour recroiser les informations. Ça permet d'éviter la faille qui a été exploitée au Bangladesh sur le fait que toutes les informations arrivaient à un seul endroit. On valide les contreparties, je l'expliquais dans le chat tout à l'heure. Dans le monde des transactions financières, on a, chaque banque a une liste de banques connues avec qui elle a des échanges commerciaux, des échanges financiers. Par contre, il arrive qu'il y ait des messages qui partent vers d'autres banques. Là, on utilise le système de correspondant banking. Le message fait des rebonds entre différentes banques, notamment à la Deutsche Bank concernant le cas du Bangladesh. Mais donc, on est obligé d'avoir à jour cette liste de contreparties et bien sûr de faire évoluer cette liste. On on a un échange, on a un client qui a un échange avec un pays un peu exotique, je ne sais pas, la Mongolie, quelque chose comme ça. Alors, notre banque va ouvrir une relation commerciale avec la banque en Mongolie. Très bien, on va avoir ce lien qui a été établi, et puis tout notre client arrête de travailler avec la Mongolie. Au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'on n'a plus d'échange avec cette banque commerciale. Et ben, on arrête le lien pour éviter que on se reçoive quelques mois, quelques années plus tard, un message frauduleux de cette banque-là. On fait un suivi du personnel. Swift indique dans son document qu'il faut faire ce qu'on appelle du criblage personnel. En France, on est contraint par la législation. La seule chose qu'un employeur peut demander vis-à-vis de ses employés, c'est le volet 3 du casier judiciaire. Donc, on est limité, nous, en France, de ce côté-là, mais bon, on va pas non plus aller contre la loi. Et Swift demande à ce qu'il y ait des formations régulières. Alors, bien sûr, pour les formations, il y a des plateformes d'e-learning. Vous pouvez bien sûr demander à Randorisec si vous avez besoin. Il y a 1000 moyens de se former, mais en tout cas, il faut que toutes les personnes
qui interviennent sur Swift, et là, là encore, tant côté applicatif, ce qui se comprend, mais que côté technique aussi, soient sensibilisés à la sécurité au sens large. Dernier point, l'anticipation des crises. Inti en parlait tout à l'heure, il faut que chaque banque ait en place un système d'alerte. On l'a vu, un des problèmes sur le cas de la Banque centrale du Bangladesh, c'était la communication entre les Bangladis et les Américains. C'était quand même un gros problème parce que si le vendredi matin, je crois, le numéro 2 de la Banque centrale du Bangladesh avait réussi à joindre quelqu'un à la Fed directement, on serait peut-être pas là pour parler de tout ça. Ce serait peut-être dommage, mais bon, en tout cas, il n'y aurait peut-être pas eu les mêmes impacts. Donc, il faut que on ait comme ça plein de procédures. On a bien sûr les procédures de continuité d'activité qui sont d'ailleurs bien mises en œuvre en ce moment en ces temps confinés. On a bien sûr les procédures en cas de cybermenace et plus encore de cyberattaques et les exercices de mise en situation. Après, la gestion au quotidien, il faut voir qu'est-ce qui se passe au quotidien. Swift, jusqu'ici, le premier CSP a été publié en avril 2017 et pour les exercices 2017, 2018, 2019, Swift disait, bon, bah, très bien, vous faites une auto-attestation. Si jamais cette attestation n'est pas valable, enfin n'est pas complètement verte, on informe les régulateurs. En France, le régulateur du monde financier s'appelle la CPR, qui est relié à la Banque de France. Donc, les Swift donnaient chaque début d'année les banques qui n'auraient pas fait de publication. À partir de cette année, Swift indique que l'attestation doit être validée par un audit, qu'il soit interne ou externe. Il faut voir aussi que cette notion-là sera peut-être reportée à cause du Covid à l'année prochaine. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas d'informations officielles. Autre point, le CSP est mis à jour de façon annuelle. Il y a des nouveaux chapitres qui sortent tous les ans. Il y a des chapitres qui sont advisory, qui deviennent obligatoires. Et il y a bien sûr des discussions dans les groupes de place. Je vous parlais tout à l'heure de cette réunion des techniciens Swift où on parle quand même beaucoup du CSP. Je vous présente Nawel. Travail au quotidien, collecte de preuves, prise en compte dans les projets. Donc, au quotidien, on a une attestation, on a un audit. Il va falloir collecter des preuves pour ces audits, prendre en compte ce point-là dans les projets, parce que si on part dans un projet, qu'on finit notre projet, qu'on rajoute la sécurité dessus, ça va être extrêmement compliqué. Et si jamais on prend en compte la sécurité dès le début, et ben dans ce cas-là, notre projet est forcément bien mieux sécurisé. Et puis forcément, gérer les attestations, la demande aux contreparties. Est-ce que j'établis un lien commercial si j'ai pas l'attestation? Est-ce que si mon attestation, enfin l'attestation de ma contrepartie n'est pas complètement clean, est-ce que j'accepte quand même de travailler? Pareil, je vais avoir des banques qui vont me demander mon attestation. Par exemple, Bank of America a demandé l'attestation de l'ensemble des banques connectées à Swift. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Il manquait peut-être de papier toilette à l'époque, je ne sais pas. Conformité au régulateur et au système de place, je parlais de la CPR. Aux dernières nouvelles, la CPR ne demande pas forcément que l'attestation soit toute verte. Je n'ai pas plus d'informations pour l'instant. Par contre, Target 2, qui est le système d'échange gros montant de la zone euro, lui demande à tous ses participants une attestation et prend des mesures si jamais les attestations ne sont pas complètement clean. J'ai pas mis mon timer, donc je ne sais pas où j'en suis, mais je vous remercie et puis n'hésitez pas à poser vos questions. C'est tout bon, Nico. Merci beaucoup Mais de rien. pour la présentation. Alors, on a des questions qui arrivent. Il y a déjà une première remarque, que c'est pas vraiment une question, mais de Mehdi, qui dit qu'un des problèmes des petites structures, c'est la mutualisation des infras. Je ne sais pas Ça, on est si d'accord.
tu as quelque chose à rajouter là-dessus, mais c'est sûr que c'est un problème, effectivement. Je suis d'accord avec toi, c'est un problème, la mutualisation des infrastructures, parce que, enfin, si on veut suivre le CSP à la lettre, ça implique un coût en termes d'infrastructure qui est assez monumental. Et quand on a des petites structures qui font 10, 20 salariés, on entend bien que c'est compliqué d'investir plusieurs centaines de milliers d'euros pour créer une secure zone en tant que telle. C'est peut-être un des effets de bord néfastes du CSP, c'est que les petites structures qui étaient connectées en direct à Swift vont avoir beaucoup de mal financièrement à garder ces communications. Enfin, cette infrastructure, il va falloir. Enfin, on en voit beaucoup qui migrent d'infrastructures locales vers des infrastructures centralisées, ce qu'on appelle les services bureaux. Ok, on a alors une série de 3 questions d'Emmanuel. La première, donc Emmanuel demande si Swift a déjà dénoncé des banques, enfin des participants en Swift, ou même sans les citer, à la CPR ou à la BCE. Alors oui, Swift a indiqué dès le début, si jamais une attestation n'est pas publiée dans un premier temps, ça c'était pour l'attestation de fin 2017, elle annonce qu'elle allait prévenir la CPR. Et j'ai pas les chiffres exacts, mais je sais que ça a été le cas. Dans le monde bancaire en France, de souvenirs, pour la première attestation, 97% des banques françaises avaient publié. Le problème dans ce contexte-là, c'est que on avait une très forte participation des banques, mais une faible participation des corporates, des sociétés. Pour plusieurs raisons, parce que les sociétés n'avaient pas forcément l'information que ce truc-là arrivait, c'est-à-dire qu'il y avait un correspondant Swift dans la société qui regardait pas forcément ses mails, laissait tourner ça tranquillement, enfin bon, sans vraiment s'investir. Donc, dans le monde Swift, les banques ont joué le jeu de peur du gendarme, de la CPR, mais les boîtes, enfin les corporates, les grosses sociétés n'ont pas cette peur-là, puisqu'il n'y a pas de gendarme des grosses sociétés, hein, on ne va pas les rayer du registre du commerce comme ça, donc c'était moins bien côté société. À l'étranger, j'ai pas d'informations. Ok. Alors, on a une deuxième question d'Emmanuel qui demande si le rapport d'audit du CSP est normé, et si oui, quelle norme il doit suivre. Aujourd'hui, on est dans la première année où Swift impose un rapport d'audit. Donc, il n'y a pas forcément de normes sur le rapport d'audit. Swift a publié un fichier Excel qu'il fournit aux sociétés voulant faire des audits et qui contient quelques questions sur chacun des chapitres. Maintenant, il n'y a pas il y a pas de vraiment de normes et il faut se référer au framework de sécurité pour suivre tous les points et le remplir comme ça. Il faut plutôt avoir les documentations de côté, les éléments de preuve Exactement. Alors, il y a en plus demandés. un petit biais vis-à-vis de ça, c'est que Swift a dit, bon, ben voilà, on a publié notre rapport de sécurité, enfin notre framework de sécurité, notre CSP. Voilà. Par contre, il faut pas prendre tous les points à la lettre parce que, oui, non, le but, c'est de couvrir un risque. Il y a 1000 façons de couvrir un risque. Nous, on propose une ou deux solutions pour couvrir un certain risque. Il faut pas se focaliser sur ce point-là. Ça vient un peu à l'encontre du document qui a été donné aux sociétés d'audit parce que dans le document pour les sociétés d'audit, il y a un point très précis. Est-ce que la Secure Zone a un firewall dédié, par exemple? Eh ben, ça vient quand même à l'encontre de ce qu'ils disent sur le fait qu'il faut adresser un risque plus que de remplir et de cocher une case. Donc Emmanuel complète en demandant si le fichier Excel de Swift suffit. Ça, ce sera la gestion de l'auditeur, enfin l'appréciation de l'auditeur. On a un audit donné. Swift indique, bon, bah voilà, les auditeurs peuvent se baser là-dessus. Je sais pas, moi, un point de est-ce que les systèmes sont mis à jour, le fichier de Excel ne suffit pas. Enfin, si quelqu'un répond oui, les systèmes sont mis à jour, il va falloir quand même prouver avec une politique de mise à jour d'un côté, une preuve technique, un système, la dernière fois qu'on a installé un patch sur un Red Hat, la dernière fois qu'on a installé le patch de Swift, ce genre de choses.
C'est ça, donc il faut bien garder de côté tous les éléments de preuve et peut-être en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on procède, un document chapeau qui va venir répertorier un peu l'ensemble, c'est sans Ça, bien doute une sûr. bonne idée. Le fichier Excel est public, je vois que la question de Wallis, je ne crois pas. Je ne pense pas que ce fichier soit public. Je sais que je l'ai vu passer comme ça dans certaines réunions et choses à droite, mais j'ai pas eu forcément le fichier moi-même. J'ai pas vu de point particulier. Alors là aussi, moi, je travaille dans des banques, donc la communication qui est adressée aux banques n'est pas la communication qui est adressée au cabinet d'audit, mais je suis pas sûr qu'il soit public. Il y a un complément d'information intéressant d'Inti qui dit que, et Inti d'ailleurs, tu peux prendre la parole si tu veux répondre en live en activant ton micro, mais Yeah. sinon, ce qu'il dit en substance, c'est que. Ah bah voilà, ok, super. Vas-y, Tu veux Inti. commenter? Non, non, non. Ce que je disais, Nicolas, tu l'as évoqué, c'est que je pense qu'une erreur qui est très souvent commise à propos du CSP, c'est de le prendre comme une sorte de checklist à laquelle il faut se conformer et qu'on n'aurait pas le choix, en gros, qu'il faut faire ce qu'il y a écrit dans les implementation guidelines. Et clairement, Swift a explicité le fait que c'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'il faut voir si la solution qu'on a mise en œuvre pour assurer la sécurité de son infrastructure Swift atteint les objectifs donnés par chaque chapitre du CSP, en fait le premier paragraphe du CSP. Mais pour le dire autrement et de façon simple, on peut mettre en œuvre une solution qui est différente de celle proposée par le Implementation Guideline et être tout à fait conforme. Swift indique sur chacun des points qu'il peut y avoir une implémentation d'une manière différente à celle explicitée dans le guide. Question de Mehdi, à part les pays sous embargo, est-ce que certains pays ont été délistés du réseau Swift parce qu'ils ne respectent pas les précos? Non. Il y a 3 pays dans le monde qui n'ont pas accès au réseau Swift. C'est l'Iran, Cuba et la Corée du Nord. Et à l'heure où on se parle, c'est les 3 seuls pays qui ne sont pas connectés au réseau Swift. Et en complément, j'ai souvenir, alors je crois que c'était avant le CSP, hein, mais j'ai souvenir d'une anecdote un peu glauque quant à la libéralité de Swift sur les connectants, puisque au moment de la guerre en Syrie, quand Daesh avait pris une bonne partie des territoires syriens, dans l'une des grandes villes, peut-être Raqqa, il y avait, je crois, une banque qui avait une connexion Swift et qui a continué à fonctionner pendant toute la durée d'exercice des islamistes sur le territoire de Daesh. Donc, non, les connexions à Swift sont, comment dire, pas strictement surveillées du tout. Il y a une autre question qu'on a On ne sait pas, laissé Mehdi. passer On ne sait pas, d'Emmanuel. Mehdi. Ben si, visiblement, ils suivent justement. C'est pour ça qu'ils sont connectés. Ouais, mais l'autorité de régulation de Daesh, je sais pas. On coupe la tête au serveur, je sais pas. Question d'Emmanuel. Le CSP demande des tests de conception uniquement ou également des tests d'efficacité opérationnelle. Est-ce que tu peux préciser ta question? Enfin, peut-être que ça te parle, Nicolas, mais. Non, là comme ça, je vois pas. Enfin, Ouais, dans tout point du CSP, pour avoir mené ce travail une année avec un audit interne, l'audit interne dit très clairement, voilà, il nous faut pour chaque point 2 preuves. Une preuve fonctionnelle, voilà, il y a un cahier des charges qui détaille, je prenais l'exemple des mises à jour, il faut qu'on ait une politique de mise à jour qui dit, selon le niveau de criticité des failles corrigées, on installe en tel délai, à telle fréquence, par tel biais. Il faut la politique d'un côté et ensuite la preuve technique, mais qui est l'extract et la copie d'écran indiquant ce qu'il en est. Ok, bon. Emmanuel reformule a priori sa question. Est-ce qu'on a d'autres questions en attendant? Je ne crois pas qu'on en ait laissé passer. On a eu des compliments sur ta chemise. Merci, sur la Nti. bibliothèque derrière aussi. Il y en a d'autres, hein, il y en a partout des bibliothèques ici.
Ok, l'audit doit être effectué sur une occurrence ou sur toute l'infra? Question d'Emmanuel. L'audit doit être effectué. Alors, sur une occurrence, ah non, alors tous les serveurs, pour chaque point du CSP, on dit ça porte sur tel ou tel serveur, tel ou tel serveur. Donc normalement, l'audit est fait sur ces serveurs-là. On parle bien sûr de la production. Donc on va pas faire un audit sur un serveur de test qu'on aurait spécialement fait pour qu'il soit CSP compliant. Donc normalement, oui, là, c'est sur tous les serveurs de l'infrastructure. C'est ça, c'est tous les serveurs qui ont accès au réseau Swift. C'est-à-dire que si Exactement. on a de l'intégration qui est connectée à Swift, des serveurs d'intégration. Alors, le CSP parle très clairement de la production. Au moment D'accord. où, enfin, les seuls moments où on fait référence au test, c'est pour dire le test, enfin, les plateformes de production doivent être distinctes des plateformes de test. Maintenant, on est dans un système qui opérationnellement doit être fonctionnel. Une banque ne peut pas se passer de Swift pendant quelques minutes, ça lui coûte des millions d'euros à la minute. Et donc, forcément, on a des plateformes de test sur lesquelles on va rejouer tout ce qu'on va pouvoir mettre en place. Je parlais du hardening, on ne va pas appliquer le hardening et désactiver le démon FTP sur un serveur Linux directement en production. On va d'abord le jouer dans une plateforme de test pour valider que ça n'a pas d'impact et ensuite on le passera en production. Combien de temps dure l'audit? Ça dépend vraiment de mon expérience de l'audit interne que j'ai suivi. L'audit avait commencé au mois de septembre et il s'était fini le 15 décembre. Donc le premier rapport d'audit qui avait commencé, l'audit avait commencé au 1er septembre. Au 1er octobre, on avait eu un premier rapport et le ping-pong entre les recos d'audit et les équipes opérationnelles avaient duré jusqu'au 15 décembre, date d'arrêt où il a fallu signer l'attestation. Mais pour compléter ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'implementation guideline, en fait, et le terme que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est les risk drivers. C'est-à-dire, à chaque chapitre du CSP, il y a une liste de bullet points qui sont les risk drivers. Et l'objectif est d'être conforme à ces risk drivers. Et donc, enfin, sauf erreur de ma part, Nicolas, et tu me dis si je me trompe, mais on peut tout à fait imaginer, par exemple, de faire un contrôle par échantillonnage. Si on a trop de serveurs, bon, bah voilà, on va vérifier le durcissement de. Par échantillonnage, c'est possible. Après, c'est à l'appréciation de l'auditeur. Exactement. Un auditeur peut se dire... On atteint le risk driver en faisant comme ça, eh bien, ça peut être conforme. C'est pour ça qu'il y a une différence, de mon point de vue, assez structurelle entre le CSP et une liste de checklists à laquelle il faut se conformer du type PCI DSS. Vous voyez PCI DSS? Ben là, il n'y a pas le choix. Le PCI DSS, c'est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Dans le cas du CSP, de mon point de vue, c'est un esprit un peu différent. Après, sur la façon qu'un auditeur a de venir contrôler une infrastructure au sens large, bien sûr, il y a peut-être certains points où il va rentrer dans l'exhaustivité et aller chercher la petite bête au fin fond des choses. Pour d'autres points où il jouera peut-être par sondage, par d'autres points qui n'ira même pas regarder, je ne sais pas. C'est propre à chaque cabinet d'audit, à chaque personne même qui fait l'audit.